Ils étaient 20 à nourrir l'ambition de briguer le fauteuil présidentiel au soir du 11 avril 2021. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, conformément à ses prérogatives, a jugé 3 candidatures recevables. Et bien sûr, conformément donc aux nouvelles dispositions du code électoral, mais aussi de la nouvelle constitution en vigueur au Bénin. Ce jour, les 3 duos présidentiels, dont 2 de l'opposition, le troisième étant le duo Talon-Talata, ont entamé une nouvelle phase du processus électoral avec la visite médicale au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout semble aller comme sur des roulettes, donc, pourrait-on dire, à cette étape du processus. Néanmoins, des duos, notamment celle de Aïvo Kérékou et également Madougou Divo, semblent ne pas baisser les bras et expriment toujours leur détermination à prendre part à ce scrutin. À quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qui divise si tant? C'est pour mieux comprendre les contours que nous avons essayé de faire venir sur ce plateau, dans votre émission Rendez-vous politique, 2 analystes politiques, l'un de la mouvance présidentielle et un contradicteur, bien sûr. Monsieur Antoine Adoukonou, il est membre du Bloc républicain. Monsieur Adoukonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. En face de vous, nous avons monsieur Julien Kandé. Monsieur Julien Kandé Kossou, il est poète engagé, dramaturge, fabuliste et surtout analyste politique. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-moi, monsieur Kossou, on commence par vous. Comment va le Bénin? Le Bénin, depuis 1990, après la Constitution, après les assises et la Constitution de décembre 1990, le Bénin était un pays de paix, un pays de liberté, de démocratie, de grande démocratie enviée par toutes les nations du monde entier. Récemment, les États-Unis ont aussi exprimé que le Bénin est un modèle démocratique. Mais à partir de 2016, et de 2016 jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est en train de descendre aux enfers. Et si rien n'y fait, nous allons tous sombrer. C'est comme si nous sommes dans le Titanic. Et d'autres sont en train de s'enjailler parce que le navire n'est pas en train de foncer de leur côté. Mais si on ne sait pas faire, tout le monde va plonger. Donc le Bénin aujourd'hui est un pays qui est en train de sombrer. Et il est important de s'asseoir pour pouvoir discuter, pouvoir amener. Parce que le président général Mathieu Kérékou disait, ça ne sert à rien de courir et de compromettre la vie des autres et de compromettre sa propre vie. Et un pays doit être régi par le consensus. Oui, avant de venir à des solutions, monsieur Antoine Adoukonou, au moment où nous nous interrogeons sur cette question-là, nous sommes dans plein processus électoral. Dites-nous, avons-nous des raisons de craindre pour ce que c'est? Non, je crois que des raisons de craindre, oui et non à la fois. Je dirais non, parce que je considère que nous sommes tous des démocrates et que, par voie de conséquence, des légalistes. Et jusqu'à là où nous parlons, les institutions en charge de l'organisation des élections, je n'en ai pas vu une qui semble dire ne pas être capable d'avancer dans son rôle. Ça veut dire que du point de vue du fonctionnement des tests, du processus lui-même, tout est normal. En témoignent les rapports que les émissaires de l'ONU et de la CEDEAO ont fait. Donc pour moi, si je m'en tiens à cela, je dis que nous n'avons pas de crainte à y avoir. Mais je disais tout à l'heure, crainte aussi oui, parce que tout à l'heure dans votre introduction, vous avez semblé dire que malgré les résultats de la Sénat par rapport aux duos qui ont rempli les conditions, il y en a qui n'ont pas rempli les conditions, mais qui estiment qu'ils seront présents à ces joutes électorales. Cela voudra dire que ils ont peut-être un plan en dehors de l'ordre constitutionnel que nous ne maîtrisons pas. Justement, sur les sujets qui fâchent, M. Kansou parlait tout à l'heure de descente aux enfers. Qu'est-ce qui nous conduit dans l'enfer en fait? Bon, je ne sais pas ce qu'il met dans la descente aux enfers. À lui de me définir cela, de me dire ce qu'il entend par cela, pas des faits réels. Et là, je pourrais lui répondre. Oui, monsieur Kansou, Qu'est-ce qu'il fasse si tant?
ce qui se passe, on serait à de ne pas décider de voir. Puisque ces débats aujourd'hui, il faut les rappeler, même si ça date de longtemps. D'autres pays, depuis 2016, toutes les lois, notamment à partir de 2019, toutes les lois qui sont votées sont des lois qui visent à exclure pour ne pas avoir une compétition libre. J'ai écrit un texte hier ou avant-hier où je disais, dans le texte, il y a un miroir dans lequel il ne faut jamais se mirer. C'est le miroir de l'exclusion. Même si nous sommes dans la maison de notre papa et nous avons un héritage, et vous êtes l'aîné, celui qui est chargé de distribuer l'héritage de papa, et vous commencez par exclure les autres parce que votre papa a 2 épouses, ou bien les autres n'ont pas le même âge que vous, ils n'auront rien, vous allez descendre aux enfers. Et cela se passe sur tous les plans. Au moment où le président de la République a décidé d'empêcher par ces processus électoraux les partis de l'opposition, déjà il y a le premier point. Et Joël Aïvo l'a dit, déjà quand on dit qu'il y a le récépissé qui est quand il dit le certificat de conformité. Oui, monsieur Kansou. Je vous explique les faits qui nous accusent. Justement, vous avez parlé d'exclusion. Oui. Mais lorsque nous voyons quand même les 3 duos que la Sénat nous a présentés, qui aujourd'hui ont commencé par faire la visite médicale, il y a quand même 2 duos qui se réclament de l'opposition. Non. Je disais, M. Adoukonou dit, l'opposition ne se déclare pas, c'est dans les comportements, dans les actes. Tout à l'heure, nous parlions en tant qu'amis, parce que rien ne nous divise. Nous sommes tous les Béninois, on peut avoir des points de vue différents, mais nous sommes les Béninois. Il disait que l'opposition, ça ne se déclare pas, c'est dans le comportement. Comment les gens sont en train de se manifester. Aujourd'hui, je vous explique, les deux duos en face de M. Patrice Talon ne peuvent pas être de l'opposition pour pouvoir être sur la liste. Je vous explique. Nous sommes en train de nous bagarrer. Il y a une discussion entre nous, ce que je ne souhaite pas. Et je vous remets l'âme. Vous dites, ok, puisque moi j'ai déjà un fusil, je vous donne aussi des fusils pour me battre. Or, je sais que c'est une question de vie ou de mort. Monsieur Adoukonou, monsieur Kansou semble présenter un tableau un peu qui nous inquiète là, parce qu'en réalité, est-ce que vous avez l'impression au niveau de la mouvance présidentielle que les 2 duos de l'opposition ne vous font pas faveur? Non, je crois que de façon formelle, c'est des partis de l'opposition. Aujourd'hui, la FCBE a rempli les formalités par rapport à la loi sur le statut de l'opposition, et en tant que tel, il est le chef de file même de l'opposition, puisque étant le seul à remplir les critères. Corentin Kowi et puis René Akossa sont tous des membres du parti Les Démocrates jusqu'au moment où ils ont été suspendus. Donc, de façon légale, formelle, moi je crois que ce sont des partis de l'opposition. Oui, M. Kansou a relevé un aspect lié au comportement. Est-ce que les comportements de ces 2 aujourd'hui amènent à croire véritablement au niveau de la mouvance que vous avez des challengers en face, des gens capables de vous prendre le pouvoir? En fait, je prends par exemple Irénée Agossa. Je connais sa capacité à décrire tout ce qui va de mal sous ce régime, jusqu'au moment où Irénée Agossa est candidat. Peut-être après, il peut changer de langage. Sinon, tout le temps que moi je l'ai suivi, c'est quelqu'un qui a déversé sur le pouvoir. Donc, je ne pourrais pas dire ici que j'ai observé des comportements de sa part qui me prouvent qu'il est en connivence avec le gouvernement. Au fait, le débat, de quoi il est réellement question? C'est le fait que tous les parrains, pratiquement, proviennent de la mouvance présidentielle. Donc, quel que soit le duo qu'on aura, il y aura toujours à redire. Parce qu'on dira que le duo qui a été parrainé par les parrains de la mouvance présidentielle, s'ils ne sont pas en connivence avec le pouvoir, ils ne pouvaient pas avoir... Mais nous parlons d'un acte républicain, où on ne doit plus considérer les partis politiques en ce moment.
Non, c'est ça, je vous explique. Ceux qui disent aujourd'hui que ces parrains et ces duos, quand bien même légalement sont de l'opposition, sont en connivence avec le pouvoir, le seul élément fort qui leur permet de le dire, c'est le fait qu'ils sont arrivés à avoir les parrainages provenant en fait de la mouvance. Parce que c'est ça qui l'illustrait. C'est comme si je ne peux pas aller parrainer quelqu'un qui pouvait me combattre. Au fait, c'est ça la logique. D'accord. Cette logique, elle est à relativiser. Parce que, en fait, le débat qu'on fait sur le parrainage, des fois, moi, ça me ridiculise. Mais j'ai compris que c'est la politique. Parce que le parrainage, l'objectif du parrainage, c'est d'exclure. Je vous explique bien. On a créé le parrainage pour que tout le monde ne puisse pas avoir le parrain. En fait, le principe, c'est ça. Donc c'était prémédité. C'est pas prémédité. Je vous ai dit que pourquoi on a créé le parrainage? L'exposé des motifs, c'est que nous disons que nous ne voulons plus permettre que n'importe qui se lève pour devenir président de la République. Pour être candidat, il faut qu'il y ait la caution des partis politiques et des grands partis politiques. Donc on a fait en sorte que les partis politiques forts qui soient capables à eux seuls d'avoir au moins 16 parrains, c'est eux qui puissent présenter de candidats à la présidentielle. La règle, c'est ça. Maintenant, l'exception, c'est l'exception qui est le fait que quelqu'un qui quittait son parti politique et allait parrainer quelqu'un d'autre. C'est l'exception. L'objectif qui est visé, in fine, dans la réforme, c'est qu'on va arriver à une étape où les partis politiques qui ont présenté de candidats ne vont parrainer que leurs candidats. Monsieur Adoukonou, avant de revenir à Monsieur Kansou sur la question du parrainage, Oui. Le candidat que vous soutenez, il nous est parvenu que le candidat a obtenu 118 parrainages. Oui. Et pourquoi s'arroger à lui seul 118 parrainages alors qu'il ne pourrait se contenter que de 16 ou de 32 pour quand même laisser libre cours à d'autres candidats de pouvoir entrer dans la danse? Ce que je vous dis, c'est ceci. Ce n'est pas pour rien que je vous ai fait l'apologie du parrainage. Il ne faut pas prendre le parrainage rien que dans son aspect juridique. Il faut le prendre aussi dans son aspect politique. D'accord? Si les parrains sont là, et par exemple, ils n'ont eu que 2 duos en réalité qui se sont intéressés à leur parrainage. Vous pensez que on vous dise le contraire, que c'est l'autre duo qui a eu 118 parrains, que le président Talon même, qui est porté par les 2 grands partis politiques, est 20 ou bien 22. C'est pas normal. Donc, ça dépend de la pression que les parrains ont reçue pour qu'ils en libèrent autant. Avec ce que nous avons vécu, Vous parlez de pression. Oui, au fait, quand il dit pression, puisque moi j'ai échangé avec beaucoup de parrains, à mi-étape, je leur demande, mais est-ce que nos amis d'en face, est-ce qu'ils vous bousculent un peu? Bon, d'autres me disent que bon, je suis là, personne ne vient me voir. Et donc, quand on est dans ces conditions, on a satisfait, par exemple, les 2 demandes. Le reste, on le reverse, en fait, au titulaire même du parrainage, si je peux le dire. Puisque c'est les partis qui le portent. Monsieur Kansou, Oui, monsieur la Adoukonou, une pression que Mme Rekia Madougou semble évoquer. Je viens, monsieur Adoukonou, le débat peut-être s'arrêter déjà parce qu'il a tout dit ce que je voulais même dire, pour montrer que tout ce qui se fait, c'est orchestré, organisé par le pouvoir en place pour exclure des gens. Et lui-même, il a démontré ici. Non, je n'ai pas parlé de l'exclusion. Non, parce que vous démontrez quelque chose, vous montrez que le parrainage au départ était conçu pour exclure des gens. Non, ne me fais pas dire. C'est ce qui. Non, attends, je me reprécise. Je me reprécise. La parole. Laisse-moi me repréciser avant que tu ne montes. Oui, monsieur Adoukonou. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, à l'instar de toutes les lois d'ailleurs, on crée les lois pour exclure. On ne fait pas la loi
pour que, si la loi ne doit pas exclure, mettre des limites, mettre des barrières, elle n'a plus son sens. Où est la participation populaire alors? Non, À la gestion du... j'en viens. La participation populaire, au thème du parrainage, nous devons avoir au maximum 10 candidats. Donc, lorsque la loi prévoit au maximum 10 candidats pour un pays de 11 millions d'habitants, nous ne pouvons pas dire que la fête n'aura pas lieu. Il ne faut pas voir le contexte précis dans lequel nous sommes. Au fait, le débat qui se fait aujourd'hui, la fête, ce n'est pas en termes de nombre de candidats. Si les démocrates, ce que Ricky et autres, s'ils avaient le parrainage, même s'ils sont 2 seulement, les gens vont dire que la fête aura lieu. Eh bien, justement, monsieur Kansou, parlons de la candidate Rekia Madougou. Oui. Nous avions entendu dire qu'elle ne voulait pas du parrainage, du moins ce qu'elle a dit. Même si on lui octroyait le parrainage qu'elle ne prendrait pas. Mais nous apprenons après qu'elle a fait des démarches. Pourquoi? Vous savez, puisque les amis d'en face savent faire de la politique, de l'exclusion, de la ruse et de la rage, il faut se mettre dans les mêmes danses qu'eux. Parce que même si les élections... La même politique est entrée au niveau de l'opposition maintenant, oui, la ruse et la rage. Oui, il faut aller même plus que ça, puisque tel le mal est, il faut avoir des remèdes de cette taille-là. Si on allait même aux élections avec le parrainage et un parti de l'opposition est parrainé par les mouvanciers, ils ont réussi à avoir les parrainages, il y a plusieurs autres tours où les gens pourraient invalider des scrutins, les gens pourront se déclarer élus puisqu'ils sont eux qui sont encore au pouvoir, mais l'opposition a l'obligation de se justifier du fait qu'elle n'a pas boycotté les élections. Parce que dans la tête de tout le monde, si l'opposition boycottait les élections pour dire nous ne voudrions pas les parrainages, nous n'allons pas déposer notre dossier, je vous explique, donnez-moi un peu de temps, je vais vous expliquer tout le système. Les gens vont nous dire qu'en 2019, Talon n'avait pas exclu les FCBE sous l'égide du président Yaïbouni, et que ce sont eux-mêmes qui n'ont pas voulu participer aux élections. La preuve, on a vu les partis comme RE qui pouvaient participer aux élections, on a vu USL qui pouvait accepter les conditions pour avoir son récépissé, mais ces partis ont refusé. Donc, si en 2021, où on attendait qu'ils viennent prendre les parrainages, le président de la République, lors de sa tournée, avait dit que ça serait une fête, et ils ne sont pas venus chercher les parrainages, c'est-à-dire ou bien ils ne sont pas venus même déposer leur candidature. Pourquoi avoir accepté obéir à des dispositions de la loi et refuser d'obéir à certaines autres dispositions? Non, parce qu'ils sont déjà allés en duo. Le problème qui se pose, ils sont partis en duo et ils savaient qu'en demandant, les gens ne pourront pas leur donner le parrainage. Ils ont déjà dit qu'ils n'avaient pas fait la démarche. Mais on a vu l'honorable Soui qui a démontré que d'ailleurs, lui, il n'a même pas affecté son parrainage à qui que ce soit, que celle à qui il voudrait donner son parrainage, c'est Mme Rekia Madougou, qui devait avoir son parrainage et qu'il ne mêlait rien. On a vu aussi l'honorable Badamassi récemment qui vient de dire que quand le parrainage, il était prêt à aller faire des déclarations avec, comment on l'appelle, M. Soui, l'honorable Soui, et pourtant, il a déjoué le plan de l'honorable Soui. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il était d'accord peut-être pour pouvoir accepter. Et dans le même déjà cas, que la Cour constitutionnelle vient de rejeter la requête de M. Soui, est-ce qu'on a besoin aussi de parler encore de ce cas? Oui, on a besoin de parler de ce cas. On a besoin de parler de ce cas parce que si on ne le dit pas, la jeunesse ou bien ceux qui, les téléspectateurs, ceux qui ne sont pas informés au même titre que nous, ne sauront pas ce qui se passe dans le pays. On a vu le duo, le vice de Mme Madougou, qui disait que d'ailleurs c'est parce que les gens ont peur qu'on puisse montrer les captures d'écran qu'ils ont commencé par parler. Le cas de Mme Ossi qui disait que lui ne pouvait pas prendre de l'argent pour aller détruire son pays. Or, monsieur le maire de Lokossa, son nom m'échappe, qui est devenu député maintenant, Takwe Sossou disait que s'il devait négocier son parrainage, est-ce qu'il peut prendre de l'argent? Donc les gens refusent de l'argent aussi aujourd'hui, en sachant que le poste qu'ils sont en train d'occuper en tant que député, ils ne l'ont pas mérité. Et je reviens pour vous dire tous ces trucs-là, pour montrer que les gens ont voulu montrer à la face du monde qu'ils n'ont pas refusé d'aller aux élections, mais que le pouvoir en place les a empêchés. Et la preuve est que les gens ont dit que l'opposition est divisée. Non,
On a vu les Gadiou Soglo, ceux qui sont dans le mouvement s'engager, qui ont déposé le dossier sur la Constitution de 90. Si aujourd'hui ça pète, ce qu'on ne le souhaite pas parce qu'on ne sait pas sur qui ça va tomber, si ça pète aujourd'hui, le président Dozomu, puisqu'il y a la Cour africaine des droits du peuple et des hommes qui dit de revenir à la Constitution de 90. Et les Béninois ont déposé Nous allons revenir sur cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme pour mieux comprendre. Concernant cette décision-là, Soglo, qui malheureusement ne sait pas par quelle alchimie il a reçu des balles. Et aujourd'hui, on a vu des gens qui ont dit, ok, puisque vous voulez toujours dire à tout le monde que nous ne voulons pas participer, nous ne voulons pas nous conformer aux lois de la République, nous avons déposé le dossier, nous avons fait des demandes, et des députés de votre camp témoignaient du fait qu'ils ne sont même pas contactés avant de faire des dossiers. Donc, je conclue ce que je dis. Non, on va y venir. Non, je conclue ce que je dis en disant que tout ce qui se fait, il serait important. Parce que Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, quand il était en train de faire Mercredi Rouge, il disait ça ne sert à rien de courir. Et il disait aussi qu'il n'y a pas de loi forte, ce sont des hommes. Si nous prenons des dispositions qui vont nous causer des problèmes demain, ça ne sert à rien. Et si le président de la République a un bon bilan, s'il sait qu'il a fait des routes, il a fait des stades, il se vante, il a recruté tel nombre de personnes, s'il sait qu'il a fait ça, de laisser libre arbitre au peuple de décider. Mais si on le fait tel qu'on est en train de voir, le malheur est que les gens vont porter des noms, ils sont chefs aujourd'hui, demain les gens auront honte de porter leur nom. Les gens sont martyrisés aujourd'hui, mais demain ils vont porter des noms où des portes vont s'ouvrir, tout comme si c'était sur des boulevards où il n'y a rien. Il est important que nous redéfinissons ce que nous faisons. Et nous disposons pour l'avenir, nous disposons pour l'avenir. Il ne faudrait pas que l'envie nous surmerge pour que nous compromettions la vie de la génération à venir. Mais le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, vous savez très bien. Le pouvoir absolu corrompt. Mais il faut aller au-dessus. On a vu Nelson Mandela qui a fait des années de prison. Mais il est sorti, il n'a pas été corrompu par le pouvoir, il a décidé de faire un mandat, je ne ferai pas un second mandat pour donner les gens. Le président de la République, le chef de l'État, dit il prête serment un engagement devant son peuple. Il dit je ferai un seul mandat pour montrer qu'on peut faire le job en 5 ans. Et il revient sur sa parole en tant que chef d'État, chef de famille. Et ce monsieur dit je vais faire un deuxième mandat. Et nous sommes en train de tomber sur dans une nouvelle république parce que c'est une nouvelle constitution de pratiquer. Et il doit toujours des raisons à ne pas s'arrêter. Et ce qui se fait, M. Aboukonou, je vous demande de savoir que quand il veut choisir son duo, il a choisi une femme. Et M. Djenoté avait fait des démonstrations montrant qu'on pourrait démettre avec la loi constitution de 2019 que vous avez fabriquée. Cette constitution permet au président de la République, quand il saisit, quand il tire l'Assemblée, et on va démettre le vice tout haut. L'Assemblée sans être élu, le vice sans être élu par le président de la République, désigné par l'Assemblée et de fil en aiguille, les gens qui n'ont jamais participé à une élection peuvent devenir le président de la République. Et ceux qui, entre-temps, ont dit, ceux qui veulent brûler le pays, on va les brûler en première position, et qui pensaient sévir le roi, ne sont pas désignés aujourd'hui. Et demain, la probabilité qu'ils ont des difficultés devant la justice est très forte. Parce qu'un dictateur, qu'est-ce qu'il fait? On a vu le cas avec Adjavon. Il vous l'aidez à réussir à maintenir son fauteuil. Puisque nous avons passé par des endroits où nous connaissons nos faiblesses et nos forces, il dit ce monsieur doit l'éliminer pour qu'il ne m'empêche pas à continuer. Monsieur Adoukonou, j'espère qu'on n'est pas à ce niveau-là encore. Rassurez-nous. Je crois que vous allez me donner autant de temps pour aussi remonter la pente. Déjà, allez-y. Je dois pouvoir dire que tout le plan qu'il y a autour du parrainage aujourd'hui par rapport aux démocrates, je vais seulement vous dire que, au fait, les démocrates ne veulent pas aller aux élections. Je vais vous le démontrer. Moi, je remonte un peu d'abord aux revendications permanentes des démocrates bien avant les événements. Vous savez qu'ils ont toujours dans leur doléance dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la constitution modifiée et puis donc les lois subséquentes, savoir le code électoral, l'achat des partis pour tous, les lois subséquentes, d'accord? Et ils exigent tout le temps qu'il faut mettre
en application des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, évidemment qui... Justement, quelle est la position véritablement? Pourquoi on sent que le Bénin se comporte comme un enfant rebelle à ce niveau? J'en viens là, je finis ma démonstration et je vous réponds. Donc, voilà leur revendication. Ils revendiquent le retour des exilés politiques, etc., etc. Donc, dans leur revendication, vous allez voir que ils exigent d'abord des préalables avant d'aller aux élections présidentielles. Première posture. La deuxième posture, ils en ont répété tout le temps et cela a fini par être corroboré par le président Yahi Boni, l'ancien président Yahi Boni, qui a écrit sur sa page Facebook que le 6 avril, c'est-à-dire que le mandat du président Patrice Talon finit le 5 avril à minuit et que le 6 avril, un autre président va prêter serment. Avant de rebondir sur ça, ça fait partie des revendications de Joël Aïvo, qui estime. D'accord. Donc, le président Yahi l'a fait. Le président que le mandat du chef de l'État, on doit revoir, réaménager le calendrier électoral. Et que le 5 avril. Et c'est vrai que le président Patrice Talon finit quand même le 5 avril. Parce qu'il a prêté serment. Je vais vous répondre techniquement. Vous aurez toutes les réponses normales avec moi. C'est-à-dire que vous allez sortir du carcan de désordre là. Je vais vous expliquer tout selon les tests. D'accord? Donc, ça voudra dire quoi? Est-ce que quelqu'un qui veut aller aux élections prévues pour se dérouler le 11 avril peut être dans la posture de dire que le mandat du président qui est là finit le 6 avril? C'est-à-dire que soit objectif. C'est-à-dire quelqu'un qui se prépare pour une élection le 11 avril dit en même temps que... Oui, pendant que vous en êtes là, M. Konsou. Non, excusez-moi. Qu'il nous parle un peu de cette incohérence-là qui semble faire truc là. M. Adokonou, s'il vous plaît. Il a trop gardé la parole. S'il vous plaît, on va rapidement, en quelques secondes, dites-nous, pourquoi cette posture qui tend à créer autant d'incohérences dans la situation? C'est un plaisir de prendre la parole dans ces conditions où le pays chamboule. Il est tellement important de participer aux élections en sachant que le mandat du président de la République finit le 6 avril. Supposons un instant que les démocrates n'ont pas déposé le dépôt de candidature. Le peuple sait maintenant qu'ils sont... Non, on a déjà abordé ça. Oui, je vous explique. Je vais prendre les préalables avant de venir à la conclusion. Le peuple dit, sont eux qui ne veulent pas respecter la loi, et Talon montre qui sont ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Et on constate qu'il y a deux ou trois mais ne pas respecter entièrement la loi, en fait. Oui. Il y a seulement les Irénée Agossanou qui, par quelle alchimie, ils ont créé un parti politique parce qu'ils ont dit avant d'être candidat, il faut être porté par un parti politique. Et donc, quand on les a chassés déjà du parti à la veille de leur dépôt de dossier. Pourquoi à la veille vous avez chassé? Écoutez, oui, monsieur je Konsou. ne suis pas démocrate, moi. Justement, vous semblez... Oui. Pourquoi là, on l'a chassé? Le président Talon a pour objectif de désigner le candidat des démocrates pour les démocrates. C'est-à-dire qu'il choisit ses compétiteurs. Comme on l'avait dit, ceux qui vont compétir, ceux qui vont jouer avec lui. C'est que ce parti n'était pas aussi préparé. Le parti était préparé. C'est parce que le parti était préparé. Les gens ont eu l'information qu'ils ont sauté Irénée Agossanou et qui, le lendemain, en 24 heures, a pu créer un parti politique. C'est ce qu'on disait avec les gens FCBE qui, d'alchimie, ils ont sorti leur... Jusque-là, M. Konsou, vous ne m'avez pas encore expliqué l'incohérence que nous voyons. Oui, l'incohérence, il n'y a pas de l'incohérence, c'est de l'ordre dans le désordre. Parce que les gens devaient attendre. Le président Talon, nous disons, ok, nous, on respecte la Constitution de 90, nous ne déposons pas notre dossier. Et il dit, ok, il a constaté qu'il y a deux partis seulement, comme il le souhaitait, ses amis qui ont dit, et il réaménage, il envoie une loi à l'Assemblée ou bien il prend l'ordonnance, il réaménage le calendrier pour dire, ok, vous avez dit le mandat finit le 6, j'accepte, je finis le mandat le 6, et puis je valide ceux qui sont là déjà. Et on fait quoi? Monsieur Konsou, c'est donc une supposition. Je vais vous poser une question, il faut revenir à M. Adokonou en réalité. Je vais vous poser non, M. Adokonou, je vais vous poser une question, il faut venir à M. Adokonou. Est-ce que en réalité, lorsque vous êtes un parti politique, établi dans un pays avec des lois déjà votées avant votre établissement, est-ce que vous n'avez pas l'obligation de respecter ces lois qui sont mises en place avant que vous ne veniez? Est-ce que le président de la République ne sait pas qu'il a l'obligation de respecter la Constitution sur laquelle il a prêté serment? Monsieur Adokonou. Donc,
je vous disais que voilà, une incohérence, c'est-à-dire que je dis que je vais aller aux élections le 11 avril, mais je dis que le 6 avril, un autre président va prêter serment. Suivant quelle légalité, quelle légitimité, je ne sais pas. Troisième élément fort, le président du Parti des démocrates dit le parrainage, même si on nous en offrait gratuitement, nous ne voulons pas. Je vous ai donné 3 éléments forts pour vous montrer que, en fait, en tout cas moi, en tant que mathématicien, je ne peux pas réunir ces éléments-là et tirer la conclusion que ceux-là veulent aller aux élections. Parce que tout ce qui se dit montre que, en fait, les tests qui sont là, si les tests-là vont rester comme tels, nous, on ne veut pas aller aux élections. En fait, c'est ça. Maintenant, ce qu'on est donc, au vu de ça, tout ce qu'on déroule comme débat après ne m'intéresse pas parce que si je ne veux pas aller aux élections, je n'ai pas une motivation, en fait, à aller chercher des parrainages. Et c'est cela qui explique leur suffisance, leur égoïsme a dit que nous n'irons pas commander les parrainages. Parce qu'en fait, ils ne sont pas préparés pour aller aux élections. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que, en fait, ils n'ont pas cherché à négocier comme cela se doit. Je ne peux pas être un parrain et c'est moi qui vais prendre l'entonnoir ou bien le con et rentrer dans les fonds pour chercher les présidentiables. Il faut que on le dit souvent chez nous que c'est celui qui cherche qui tend la main. Mais quand vous voyez la posture de ces démocrates, vous verrez que ce n'est pas les élections qui les préoccupent, c'est de laisser tomber les tests qui sont là et de réaménager le calendrier électoral, d'aller voter des lois à l'Assemblée pour revenir, etc. C'est ça leur préoccupation. Bon, ça voudra dire quoi? Je vais remonter d'abord, vous avez parlé de la Cour africaine des droits de l'homme. Oui, puisque nous sommes sur... Je vais revenir sur la question là. Mais monsieur Kansou... Non, vous ne pouvez pas... Laissez-moi aller au bout. Parce qu'il y a d'abord la question de la Cour africaine des droits de l'homme et la question de la fin du mandat. Je dois vous faire le point par rapport à ces 2 éléments, puisque... Et pourquoi est-ce que le Bénin refuse d'obéir aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme? Ce n'est pas le Bénin d'aujourd'hui seul qui a refusé. Hier, sous Boni Yayi, il y en a eu des décisions qui n'ont pas été respectées. Lesquelles? En Côte d'Ivoire, en Guinée, partout. Oui, c'est sous Yayi Boni. Quand le président Talon lui-même avait été à l'extérieur et avait saisi cette cour qui lui a donné raison, ça n'a pas été mis en application. Cette cour apparemment est beaucoup plus active pour soutenir les opposants. Apparemment. Ce que je vais vous dire, Monsieur Kandé, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. On va laisser M. Adoukonou continuer, on va voir. Nous ne sommes pas dans un duel. D'accord? Donc, ce que je vais vous dire, quand les gens me posent cette question, je leur renvoie souvent au protocole ayant créé la Cour. Très bien. Et dans le protocole, il est dit que les États sont libres de respecter les décisions comme ne pas les respecter. Je te renvoie au protocole, va bien lire le protocole. La mise en œuvre des dispositions de la Cour est volontaire. D'accord? Donc, si moi je parle de ce... Il suffit alors son existence. Oui, non, c'est ça. Non, il y en a, vous savez, les États sont jaloux de leur souveraineté. Et ceux qui ont créé la Cour sont les chefs d'État. Ils comprennent bien que la justice, parfois, peut bien fonctionner, comme ça peut mal fonctionner. Donc, selon moi, ils ont mis des barrières. Ils donnent une force à la Cour, mais ils se réservent le droit souverain de ne pas exécuter. Puisque quand vous voyez visiblement les décisions que cette Cour est en train de rendre depuis un bon moment, en Côte d'Ivoire, comme un peu partout, ces décisions sont bafouées. Je crains l'avenir de cette Cour. C'est l'argent du contribuable quand même qui est investi encore dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a une réforme. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une réforme au niveau de la Cour, là, actuellement, pour lui donner notre statut au niveau de l'Union africaine. Parce que tel que ça se fait là, on a finalement l'impression que les opposants font un détour par là.
Vous avez vu Guillaume Soro, il est allé là-bas, et on a dit, bon, il faut le réinstaller, Diavon allé là-bas, etc. Donc, finalement, les chefs d'État ont commencé par comprendre que cette cour donne l'impression de servir de bras opérationnel aux opposants. Parlant des 45 jours de prorogation du mandat, donc, est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de vite convoquer le corps électoral pour respecter quand même le délai du 5 avril? Voilà, je vais vous expliquer comment cette prorogation s'est imposée. Au fait, tout est parti du dialogue politique où on a exigé que nous devons aller désormais vers les élections générales. Donc, les élections générales, cela a été traduit dans les textes à l'Assemblée nationale. Donc, les élections générales supposent l'alignement des mandats. On ne peut pas avoir des mandats non alignés pour faire les élections générales. Il faut aligner les mandats. Donc, nous avons le mandat des députés qui est de 4 ans, le mandat du président de la République qui est de 5 ans. Il faut aligner sur 4 ans, bien il faut aligner sur 5 ans. Bon, après réflexion, les députés se sont dit, bon, comme l'élection du président de la République est l'élection majeure, on fait l'alignement sur 5 ans. Ça, c'est le premier problème qui a été réglé. Maintenant, il faut démarrer les élections générales à partir de quand? Le deuxième problème, on a fait l'option de 2023 pour voir, bon, si nous disons qu'il faut commencer les élections générales en 2023, il faut écourter le mandat des députés qui sont là de 2 ans, parce qu'ils terminent leur mandat en 2023, donc il faut écourter leur mandat de 2 ans. Les maires qui sont là, on ne pourra plus faire les élections communales et municipales pour eux, parce qu'ils finissent avant 2021. Alors qu'ils doivent être des parrains. D'accord? Ils doivent être des parrains. Donc, les gens vont dire, bon, ces maires étaient déjà là, on n'a pas voté pour eux, ils ne peuvent pas parrainer, tout ça là. Donc, on a vu, bon, ça cause plus de problèmes. On va maintenant, si on quitte 2021, l'élection présidentielle qui peut venir, c'est 2026. On a essayé de voir pour dire, bon, si on accepte le principe de 2026, c'est que on va, les députés qui seront élus en 2023, on va écouter leur mandat, on va dire qu'ils terminent en 2026, mais ils sont déjà avertis. Ce n'est pas au cours du mandat qu'ils seront surpris qu'ils ne feront pas 4 ans. Ils sont déjà avertis, à partir de 2023, qu'ils auront en fait 3 ans pour quitter 2023 pour aller à 2026. Ah oui, mais ça nous commence à même là vous poser une question. Ils sont déjà avertis, mais les députés actuels n'étaient pas avertis qu'ils seraient parrains. Non, ça, moi je parle de... Et ils ne sont pas élus pour ça. Je parle de... Ils n'ont pas été élus pour être parrains. Pourquoi c'est venu après? Moi je parle de mandat. Moi je parle de mandat. mandat, d'accord? Lorsque vous êtes... Nous sommes des politiques. Ne nous cachons pas derrière un doigt. Lorsque vous êtes dans un mandat et que c'est vous qui devez voter la loi, est-ce que c'est facile pour vous de voter une loi pour écouter votre mandat? Mais les gens ont proposé, on a refusé ailleurs. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je dis, il faut qu'on soit conséquent dans ce que nous disons. C'est moi qui veux voter une loi. Et entre voter une loi pour écouter mon mandat ou voter une loi pour le prolonger, j'ai la facilité de voter pour la prorogation. C'est pourquoi nous disons détriment de la Constitution? Non. On est dans une révision constitutionnelle, d'accord? Donc, on a dit, bon, pour 2026, les députés qui seront élus en 2023, on va leur dire, bon, c'est 3 ans que vous allez faire pour qu'on aille vers les élections générales. Les conseillers municipaux et communaux qui seront élus en 2021, ils feront 6 ans, au lieu qui seront élus en 2020, feront 6 ans au lieu de 5 ans. Et là, on voit qu'il y a moins de problèmes. C'est là où on a fait l'option de 2026. Maintenant, si le principe des élections générales est accepté pour 2026, on commence par faire le décompte. Dans la Constitution qui est révisée, il est prévu que les élections communales et législatives se déroulent simultanément et 2 ou 3 mois après, on fait l'élection présidentielle. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans une année électorale, mais on ne peut pas cumuler les élections présidentielles et les élections locales. Puisque le président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale, il faut que l'Assemblée nationale soit d'abord installée avant qu'il ne puisse prêter serment. C'est pourquoi on a fait ce décalage. Quand on commence par faire le point, on a dit on démarre les élections
communales et municipales législatives le deuxième dimanche du mois de janvier. Et on a fait le décompte, il y a que les dépôts de candidature ont lieu 50 jours avant le démarrage de la campagne. La campagne elle-même dure 15 jours, ça fait 65 jours avant l'élection. Et quand on a commencé par faire le point pour les communales et les municipales, vous vous trouvez de janvier à mars par là, et avec le contentieux électoral, tout ça là, vous risquez de rentrer en début avril, d'accord? Maintenant, on fait les présidentielles, d'accord? Le deuxième dimanche du mois d'avril. Et s'il y avait un second tour, cela aura lieu le deuxième dimanche du mois de mai. Quand on fait le point, on ne peut pas ne pas aller au mois de mai pour finir les élections. Donc, en rapportant de mai 2026 en arrière, on tombe en mai 2021 au lieu de tomber en avril. Donc, c'est une contrainte par rapport à la mise en œuvre des élections générales qui ont poussé à avoir ce décalage de 45 jours. Et en fait, les 45 jours dont on parle, moi je dis que c'est 5 jours. Puisque les élections ont lieu le 11 avril, le mandat lui-même, il finit le 5 avril à minuit. Mais on a créé une transition. C'est une transition. Qui va être gérée par qui? Le législateur, le constituant dérivé, a dit c'est le président en exercice qui gère la transition là. C'est ça le problème. Justement, le constituant dérivé a dit que c'est le président en exercice là qui gère. Il ne pourrait pas dire autrement parce que les 83 députés qui sont à l'Assemblée nationale il faut pas voir, on n'est pas dans le premier cas de transition. Hein. En principe, le serment devait être prêté chaque 4 avril. C'est parce qu'il y a eu des problèmes qu'on est revenu à 6 avril. Les 2 jours là, c'est quelqu'un qui a géré la transition là. Et moi, je ne vois pas la transition là, parce que il faut voir toujours ce qui est plus facile. Si on est d'accord, on semble quand même avoir une logique dans. Journaliste me donne la parole maintenant. Je vous ai laissé. Non. On va aller très vite parce que le temps est parti. Le temps presse. Oui, toutes les démonstrations que mon aîné vient de faire, ce sont des démonstrations politiques. C'est pas politique. Parce qu'on pouvait avoir l'aimabilité, puisque c'est le mandat des députés, puis s'ils sont déjà avertis, on pourrait choisir, faire les élections avant la date qu'on est en train de choisir. Pour les élections des maires aussi, mais les élections ne fait pratiquement 6 ans. On pourrait aussi, parce qu'on a modifié la constitution, on va demander de faire les élections en 2020. Donc on pourrait aussi choisir de modifier leur délai, au lieu de faire jusqu'à 6 ans, peut-être 5 ans, quelques mois. Non, il y a des contraintes de représentativité. Oui, c'est ça que j'explique. Quand il explique les choses pour dire des situations politiques, je voudrais vous dire que le chef de l'État sait, et le peuple même sait, qu'il a donné parole. Et le 6, il n'est plus président. Mais pour jouer sur timing, pour distraire l'opinion, il a trouvé les alibis et démontrer ce qu'ils sont demandés, qui ne tient pas en route. Parce que dans une démocratie, c'est le mandat présidentiel c'est autour de ce mandat que tout gravite. Mais si on décide, par alchimie de 83 députés, basés sur 27% qui ont élu cette députée-là, ce que la Cour nous donne, et on dit cela modifie la Constitution et notamment promulguer, la Cour déclare, avec tous ces débats autour de ça. On sait déjà. Monsieur Kansou, est-ce que vous ne savez pas que le peuple a besoin quand même d'être mieux informé parce que le plan qui s'oppose, l'opposition semble ne pas reconnaître la légitimité de ces députés-là, mais tout à coup, pour le processus électoral, on se rend compte qu'on reconnaît que des députés doivent quand même donner parrainage. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que Joël Aïvo a eu les députés? Est-ce qu'il a fait les démarches pour aller pour les députés? Je vous suis en train de faire une démonstration pour vous. Est-ce que Joël Aïvo a eu les députés? Est-ce que Madougou a eu les députés? Parce que ces députés ne sont pas dignes d'être députés. Et ceux qui sont en train de parler, oui, je vous ai démontré qu'elle est en train de se justifier devant l'opinion nationale et internationale pour dire, voilà quand on faisait les bagailles. Voilà quand celui qui a été envoyé par la CEDEAO qui a fait des rapports biaisés selon ce que les démocrates ont dit,
Ils sont en train de montrer à la face du monde que voilà ceux qui sont là. Pourquoi ne pas dire directement, je ne vous reconnais pas, donc je ne vais pas vers vous? Mais je vais vers vous parce que il n'y a pas seulement les Madougou, et Joël Aïvo comme candidat. Gadli ou Sogro plutôt a fait l'option pour dire je ne vous reconnais pas, je dépose mon dossier selon la Constitution de 90. Il faut parler de ça aussi, c'est aussi l'opposition. Et l'opposition. À un moment donné, c'est comme si le pays a cessé de fonctionner à leur niveau. Non, le pays a cessé de fonctionner au niveau du chef de l'État qui a fini par penser que c'est lui seul. À lui seul. Il pense à lui seul, pas au peuple. Le bonheur des citoyens ne l'intéresse pas. Monsieur Adoukonou, à l'instar du dialogue politique avant les élections législatives, est-ce que nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'avoir une porte de sortie? Est-ce qu'il est trop tard? Je crois que non seulement il est trop tard, c'est impossible de faire ce que nos amis disent assise nationale. Parce que assise nationale, là, en réalité, ça signifie nouvelle république. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Lorsqu'on fait les assises nationales, c'est qu'on fait table rase du passé et on redémarre à zéro. Et là, le président Yaïbouni peut revenir encore candidat. C'est ça qui est le plan secret même depuis 2019. Non, mais c'est normal. Yaïbouni est quand même une personnalité quand même connue au Bénin. C'est ça, je vous dis que les femmes l'aiment tout beaucoup. Ce qu'on dit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, là, c'est ce plan-là qui est en cours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président Yaïbouni revienne? Il faut les assises nationales. Non, pas forcément, parce que là, il n'a pas pu être candidat. Il y a Ivor, il y a Madougou. Ce que je vous dis là, les assises nationales dans tout pays. Il est d'ailleurs président d'honneur des démocrates. Je vous ai dit que les assises nationales dans tous les pays là, ça débouche toujours sur une nouvelle république. Et quand c'est une nouvelle république, le président Yaïbouni peut être candidat. Mais si les gens, nous sommes des politiques, personne ne fait rien de sain. Si lui dit les assises nationales, il a son intérêt dans les assises nationales. Vous pensez que c'est à dessein que les gens, en révisant la Constitution, ont dit 2 mandats de sa vie? C'est eu égard à ça là qu'on sait que de sa vie, même si vous avez révisé et qu'on tombe dans une nouvelle république, tant que vous n'avez pas touché à cet article, vous ne pouvez plus être candidat. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a fait. Monsieur Adoukonou, tout ce qui se joue aujourd'hui se joue sur ce palier-là. C'est ça qui fait que vous avez vu quand le président Yaïbouni a quitté la FCBE, les FCBE s'en sortent plus ou moins. Même si on les tague de tout nom, ils ont pu aller au dialogue politique, ils sont allés aux élections communales et ils veulent aller aux élections présidentielles. Mais dès que Yaïbouni a créé les démocrates, depuis vous les avez vus à une compétition, quand il va créer encore une autre partie, ce sera ça parce que le plan secret, c'est ça que vous venez de dire. C'est-à-dire que les assises nationales, et derrière les assises nationales, il y a la remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. En une minute, ça sera votre mot de fin. Et nous allons désigner très bientôt le prochain président de la République du Bénin. Oui. Est-ce que vous pensez à l'heure actuelle que les Béninois se portent bien? Oui, moi je suis économiste de formation. Quand on me pose cette question-là, j'ai toujours répondu pour dire que dans aucune économie du monde, il n'y a pas de situation où tout le monde est bien. Et il n'en sera jamais comme ça, puisque l'économie elle-même étant définie comme la science de l'allocation des ressources rares aux besoins illimités. Ça veut dire que là où je parle d'économie, c'est qu'il y a moins de ressources et il y a des besoins illimités. Donc, en aucun cas, on ne pourra satisfaire tous les besoins. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, si nous voulons évaluer nos gouvernants, ne les évaluons pas pour voir si est-ce qu'ils ont réglé tous les problèmes. Vous n'aurez aucun gouvernant qui peut le faire. Mais nous allons les évaluer par rapport à leur capacité d'abord à mobiliser les ressources et à leur capacité à les utiliser de façon efficiente pour quand même satisfaire le grand groupe. C'est ça d'abord, c'est ça moi je fais. Mais je ne veux pas voir si est-ce que le problème des individus... Non, qu'est-ce que l'État fait? L'État règle les problèmes d'ordre collectif. Il trace les routes, il donne de l'électricité,
il donne de l'eau. Monsieur Kansou. Mais l'État ne s'intéresse pas aux problèmes personnels. Si M. Kansou n'a pas mangé chez lui, c'est pas un problème de l'État. Ça va son propre problème. Pendant que la candidate, ça soit votre mot de fait bien sûr, pendant que la candidate Rekia Madoukou exposait des députés, des captures d'écran, et que la Cour constitutionnelle lui réclame de présenter ces captures d'écran pour ses preuves, pour comprendre, pour avoir des preuves, elle a semblé laisser ce dossier pour aborder maintenant un dossier qui serait une conspiration pour l'amener devant la criette. Est-ce que nous avons espoir que dans les heures qui viennent, les acteurs de l'opposition vont pouvoir revenir quand même à la table de négociation pour que véritablement le pays puisse avancer? Oui, c'est le souhait de tout le monde. Personne n'a intérêt que les choses se passent telles quelles. Ça va de l'intérêt du président de la République pour sa légitimité, l'égalité pour les élections à venir. Et quand il parle d'assises, il y a des bases. L'assise, quand on dit assise, ce n'est pas fini. On définit les règles de l'assise. Et il parle de président Talon qui pourrait faire un autre mandat si on faisait une assise. Tout à l'heure, quand le président Talon prêterait peut-être le serment, il y a encore ces 83 députés à sa cause qui peuvent l'aider encore à modifier la Constitution et modifier l'article là. Et que nous allons chaque fois tomber dans une nouvelle république. Parce qu'il a la possibilité. Dans la mise en œuvre d'une loi, on peut toujours la modifier. Oui, mais c'est toujours à modifier. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui pour que le pays se sente bien? Et je pense que la meilleure des solutions, c'est de nous asseoir et de discuter. Si le président Talon est bon, il sera réélu. On a vu le président Kérékou, après les assises, il a perdu face à Soglo, mais il a fait encore 2 autres mandats. Soglo a fait un seul mandat. Espérons quand même que les autres membres de l'opposition puissent quand même se mettre derrière les représentants qui sont déjà aujourd'hui dans la course. Non, comment ils vont se mettre? Ça ne sert à rien. Je suis en train d'apprendre, dans les coulisses où les gens disent que avant que les gens n'aient eu des pareils, je suis en train de l'apprendre. Je ne sais pas encore des preuves, mais je dois le dire selon mes informations, que des gens sont en train de dire, bon, on va faire des vidéos pré-enregistrées, comme une émission où déjà à 20h au soir des scripteurs, on va dire, bon, nous félicitons le président Talon qui a été élu. Parce que visiblement, les gens n'ont pas d'argent pour aller faire campagne. Je pense qu'on n'en arrivera pas là. Mais ça peut arriver. Donc, si nous sommes dans un cas où les gens vous ont trompé, et ils sont partis faire, vous avez vu ce qui s'est passé avec les Roumpères, où ils ont trompé là-bas, ils sont partis trouver de récépissé. On a vu ce qui s'est en train de passer avec Irénée Agosanou qui a trompé le parti et qui est parti trouver d'autres logos. Ceux-là, on va les suivre. On sait comment ils ont fait, ils ont eu leur deal pour avoir le... Nous allons quand même respecter les institutions de la République, bien que nous... Mais nous allons respecter les institutions. Le respect se mérite, monsieur le journaliste. Si une institution de la République veut, avec tout ce que M. Djok Benoît a été, avant les élections de 2016, s'il veut et il continue de vouloir mériter le respect, qu'il pose les pas. Si le président de la République, après son mandat, il peut faire des années et que les gens ne vont pas s'en prendre à lui dans les rues et qu'il va sortir, les gens vont l'acclamer, qu'il pose les pas aujourd'hui. C'est dans les situations les plus difficiles qu'on reconnaît les grands hommes. Ce n'est pas quand tout va bien. Vous allez voir M. Adoukono, je vous fais une prédication. Moi, je suis en train de faire une analyse où, en sortant la nuit, j'ai peur. Chaque fois, même l'emploi, tout est plus difficile. Mais demain, je serai un très très grand homme. Je vous souhaite partir à la télévision. Demain, je serai un très très grand homme parce que je n'ai pas accepté la facilité. J'ai accepté traverser les épreuves. Si le président de la République veut qu'on le porte en triomphe, qu'il traverse les épreuves, qu'il montre que le pays avant tout, mais compromettre la paix avec les lois, en 30 secondes, d'aller devant. Que le président est vraiment un compétiteur et qu'il veut la compétition. Mais là où nous sommes, il n'est pas le seul candidat. Il y a déjà la compétition. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le président Talon, il vote pour les autres candidats. Il y a déjà la compétition. Ainsi va le Bénin. Mesdames et messieurs, nous devons voter. Nous sommes béninois et tout ce que nous voulons, c'est la paix. Vivement que les tensions puissent être ramenées à terre pour que la démocratie béninoise puisse triompher à chaque instant. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.